Tu es en train d'acheter un vélo et le sympathique vendeur te propose de tester le prototype d'un modèle utilisant une nouvelle technologie tout droit sortie de l'espace. Il s'avère que tu utilises déjà certaines inventions interstellaires au quotidien. Les pneus en caoutchouc gonflable ordinaire ne sont pas aussi performants sur les terrains rocheux et sablonneux de la Lune ou de Mars. Le rover martien Curiosity a subi quelques dommages sur ses bandes de roulement à peine 16 mois après le début de sa mission. C'est pourquoi des pneus sans air reposant sur un mélange de nickel et de titane ont été inventés pour les rovers de la NASA. Le matériau est flexible grâce à sa structure moléculaire serrée et peut reprendre sa forme initiale à chaque fois qu'il se déforme. La même technologie sans air devrait fonctionner à merveille avec les pneus de vélo sur Terre. Les pneus sont en forme de tube et s'écrasent lorsque tu roules sur une bosse. Ils développeront une parfaite mémoire de forme au fil du temps. Ils sont censés fonctionner au mieux pour les vélos gravel, les vélos de trail et les VTT. Quand ils finiront par s'user, l'entreprise prévoit de rechapper les pneus pour remettre le vélo en état de rouler et le faire durer des années. Les précédents modèles de pneus sans air étaient fabriqués à partir d'une mousse brevetée censée durer jusqu'à 8000 km. Ils n'ont pas fonctionné car ils rendaient le vélo trop lourd. Le nouveau modèle est censé résoudre ce problème et offrir aux cyclistes des pneus innovants, légers et durables. La même technologie peut être utilisée sur les pneus de voitures et de camions tout-terrain, les sports de haute performance, les trains des avions de ligne et même les missions de recherche et de sauvetage. Tu peux remercier la NASA pour le confortable matelas en mousse à mémoire de forme que tu utilises peut-être chaque nuit. En 1966, l'idée originale de la mousse à mémoire de forme était de personnaliser les sièges des astronautes pour atténuer les effets de la force G au décollage et à l'atterrissage. Il était peu pratique de créer un siège personnalisé pour chaque vol, si bien que la mousse à mémoire de forme s'est imposée comme la solution parfaite. Elle s'adapte facilement à la morphologie des astronautes et retourne à l'état de repos lorsqu'elle n'est pas utilisée. La mousse à mémoire de forme est devenue accessible au grand public au début des années 1980 et est aujourd'hui utilisée dans des articles très variés, allant des matelas et des oreillers, en passant par les manèges de parcs d'attractions, les selles d'équitation et les doublures de casques de football américains. Les verres de lunettes étaient autrefois fabriqués en verre poli. En 1972, une nouvelle réglementation a obligé les fabricants à se tourner vers le plastique pour les rendre résistants au choc. Mais les nouveaux verres étaient trop sujets aux rayures. L'invention par la NASA d'un revêtement dur comme du diamant pour les casques des astronautes et autres équipements aérospatiaux en plastique s'est donc avérée utile. La nouvelle technologie a été développée et utilisée pour la production de plastique résistant aux rayures. Elle est maintenant utilisée dans la plupart des lunettes de soleil, des verres correcteurs et des lunettes de sécurité dans le monde entier. La prochaine fois que tu nettoieras l'intérieur de ta voiture avec un aspirateur à main, souviens-toi que tu dois remercier la NASA et sa mission spatiale Apollo. Ils voulaient mettre au point une foreuse portable et autonome pour extraire des échantillons sous la surface de la Lune. Ils ont développé un programme informatique pour produire une puissance optimale du moteur et minimiser la consommation d'énergie. Ce programme a ensuite été adapté et utilisé pour créer toute une série d'appareils domestiques utiles fonctionnant sur batterie. Le plus célèbre d'entre eux était l'aspirateur miniature sans fil, connu sous le nom original de Dustbuster. Les couvertures de survie sont encore un produit de la recherche de la NASA. Elles sont légères, généralement de couleur or ou argent, et capables de réfléchir jusqu'à 97% de la chaleur rayonnée. C'est exactement ce dont tu as besoin pour réduire la perte de chaleur du corps et rester au chaud et à l'aise dans l'espace. Ce matériau a été conçu à l'origine pour les surfaces extérieures des vaisseaux spatiaux. Tu peux parfois voir les marathoniens s'envelopper dans ces couvertures à la fin de la course pour réguler la température de leur corps. Normalement, elles chutent juste après avoir arrêté de courir. Une autre invention de la NASA est un isolant appelé barrière radiante, fabriqué à partir de polyester aluminisé. Il a été conçu pour survivre dans les températures extrêmement froides de l'espace et est aujourd'hui utilisé dans la plupart des isolations domestiques. La technologie de la lyophilisation pour la nourriture n'a pas été créée, mais grandement améliorée par la NASA afin d'emporter plus de réserves lors des longues missions Apollo. L'idée est de faire cuire les aliments, puis de les congeler sous basse pression et ensuite de les chauffer lentement dans une chambre à vide pour éliminer les cristaux de glace. Pour les ramener à la normale, il suffit d'ajouter de l'eau. Grâce à cette technologie, les aliments conservent 98% de leur valeur nutritionnelle avec seulement 20% de leur poids d'origine. C'est un allié précieux pour les randonneurs, les programmes d'aide aux sinistrés de catastrophes naturelles et tous ceux qui ont besoin de faire des bagages légers tout en se nourrissant correctement.
Le thermomètre infrarouge, qui nous permet de prendre la température à distance, a également été développé avec le soutien de la NASA. Il mesure le rayonnement thermique émis par le tympan, un peu comme on mesure la température des étoiles et des planètes. Chaque appareil est doté d'une lentille qui concentre la lumière de l'objet sur un détecteur spécial qui convertit le rayonnement en un signal électrique, puis en température que tu peux voir sur un écran. Ces appareils sont utilisés à de nombreuses fins, de la surveillance des températures des points chauds des systèmes mécaniques et électriques, à la vérification de la température des visiteurs dans les lieux publics. Au début des années 1960, les casques des pilotes de ligne étaient très encombrants. Ils utilisaient souvent des micros portatifs pour communiquer. La NASA avait besoin d'une technologie plus fiable et plus légère pour leur mission, afin d'assurer la communication, surtout en cas d'urgence. Ils ont pris contact avec les pilotes. Seulement 11 jours plus tard, l'équipe a proposé une unité de casque microphone qui pouvait être utilisée par les astronautes pour communiquer entre eux et avec la Terre. Le casque a ensuite été amélioré et utilisé pour les missions Mercury et Apollo. Le monde a pu entendre la phrase la plus célèbre de Neil Armstrong lorsqu'il a atterri sur la Lune grâce à ce casque sans fil. Tu dois remercier la NASA pour la version améliorée que tu utilises aujourd'hui. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est ce qu'a dit Neil Armstrong, le premier humain à avoir posé le pied sur la surface de la Lune. Il s'y trouvait avec Buzz Aldrin, passant 2h30 sur la surface lunaire. La préparation de ce projet a pris 2 ans et tout l'équipement que les astronautes transportaient pesait plus de 80 kg. Il n'a pas été facile de se poser sur la Lune. De nombreuses tentatives dans l'histoire se sont soldées par des échecs. Par exemple, les astronautes de l'un des programmes Apollo disposaient de suffisamment de carburant pour envoyer des personnes sur la surface lunaire en 3 jours seulement. Mais comme ils voulaient économiser du carburant, il leur a fallu plus d'1 mois pour y arriver. Il n'y a pas de GPS pour te dire où atterrir exactement. Le vaisseau spatial voyage vite et il doit ralentir dans le vide sans avoir assez d'informations. Mais depuis 1969, 12 personnes y ont déjà marché. La Lune est le seul corps spatial que les humains aient visité jusqu'à présent. Les autres n'ont été visités que par des robots. Mais toutes ces personnes n'étaient là que pour une courte visite. La NASA a annoncé son programme visant à établir une présence permanente sur la Lune. Cela aiderait la recherche scientifique et pourrait être un bon point pour apprendre à faire de même sur d'autres missions, comme celle sur Mars. Imagine être la 13e personne à aller sur la Lune. Un silence effrayant, de la poussière de Lune sous tes pieds, et rien d'autre qu'un ciel noir infini avec des étoiles partout autour de toi. Mais tu n'as pas le temps d'admirer la vue. Il y a beaucoup de problèmes que tu dois résoudre avant d'atterrir. Tout d'abord, notre corps est comme une machine adaptée aux conditions de la Terre, comme la gravité, l'atmosphère, l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. C'est sur notre planète que nous fonctionnons de manière optimale. Notre gravité est 6 fois plus forte que celle de la Lune, dont les conditions sont pratiquement comparables à celles du vide. Quoi que tu fasses, ce ne serait pas malin de retenir ta respiration dans de telles conditions. L'air serait arraché à ton corps. L'oxygène encore présent dans celui-ci se dilaterait avec les fluides corporels. Il pousserait contre les vaisseaux sanguins et les tissus organiques. Ton corps, tes jambes et tes bras perdraient leur forme actuelle et gonfleraient comme un ballon, jusqu'à doubler leur taille normale. Si tu restais dans cet état plus longtemps, tu ne survivrais pas. Mais tu n'exploserais pas. Ta peau est assez élastique et elle maintiendrait ton corps ensemble. Les liquides de ton corps qui seraient exposés s'évaporeraient. La surface de tes yeux et de ta peau, tout se mettrait à bouillir. La salive bouillirait littéralement sur ta langue, mais le sang serait toujours liquide. Les parois des vaisseaux le protégeraient de l'ébullition. Pas d'atmosphère, pas d'oxygène non plus. L'oxygène qui se trouve déjà dans tes poumons disparaîtrait rapidement et tu n'aurais plus rien à respirer. Si tes organes cessaient de recevoir de l'oxygène, généralement acheminé par le sang vers les différentes parties de ton corps, tu t'évanouirais parce que ton cerveau cesserait de fonctionner. Cela se produirait dans les 15 premières secondes. C'est le temps dont dispose ton corps pour utiliser l'oxygène restant dans le sang afin que le cerveau continue de fonctionner. Reste comme ça plus longtemps et adieu mon pote. Pas de couche d'ozone, pas de champ magnétique puissant, l'atmosphère de la Lune a une densité similaire à celle des couches supérieures de l'atmosphère terrestre où se trouve la Station spatiale internationale. Cela signifie que ton corps serait exposé à tous ces dangereux rayonnements ionisants de l'espace que nous ne pouvons pas ressentir aujourd'hui parce que les couches qui entourent la Terre nous protègent. Sur Terre, nos muscles et nos os sont conçus pour résister à la force gravitationnelle. Sans gravité, nous commencerions à perdre nos muscles et nos os s'affaibliraient. C'est comme avec le blobfish, une créature marine qui ressemble à l'animal le plus triste de la Terre.
Ce poisson vit dans les profondeurs de l'océan. Là-bas, il ressemble à la plupart des autres poissons, juste un peu plus effrayant. Mais lorsqu'il est à l'air libre, il devient plat et son corps entier ressemble à un pudding bizarre et triste, tout cela à cause des différences de pression. La Lune te ferait ressembler à un blobfish à cause des changements radicaux de pression atmosphérique. Il n'y a pas de pression qui tiendrait ton corps ensemble. Sur Terre, une colonne d'air exerce une pression d'environ 15 à 20 tonnes sur toute la surface de ton corps. Nous ne la remarquons pas car cette colonne d'air exerce une pression égale sur le corps de tous les côtés. Il y a aussi de l'air à l'intérieur de ton corps. La pression interne est la même que celle de l'atmosphère. Et sur la surface lunaire, il n'y a pas de pression extérieure pour la maintenir. Il fait également très froid là-haut. Les températures changent radicalement, passant de 120 degrés Celsius le jour à moins 133 degrés Celsius la nuit. Une journée sur la Lune dure 29 jours terrestres. Cela signifie que tu passerais 14 jours et demi dans une lumière insupportable et les 14 jours et demi suivants dans une obscurité cosmique effrayante. Ton corps pourrait éventuellement geler si c'est la nuit, comme dans d'autres endroits de l'espace. Selon l'endroit où tu te trouves, cela se produirait dans les 12 à 26 heures. Ou si tu visitais la Lune au cours d'un seul après-midi normal, tu serais brûlé vif. Il est préférable de faire comme Apollo 11 et de venir à l'aube. La surface lunaire n'est plus très froide et elle n'a pas eu le temps de devenir extrêmement chaude. Mais si tu as survécu à tout cela, il y a des millions de frappes de météorites chaque année. Toutes ces petites particules de roche ou de poussière qui se déplacent assez rapidement, ou même les débris en orbite des vaisseaux spatiaux et des satellites. Un être humain ne serait pas capable de survivre dans ces conditions plus d'1 minute. Pour réussir et rester un peu plus longtemps sur la Lune, la première chose à faire est de se protéger des radiations. Tu auras besoin d'une pression atmosphérique simulée, semblable à celle de la Terre, et elle doit être stable. Tu devras maintenir la température de ton environnement afin d'éviter que ton corps ne gèle ou brûle. Une protection contre les débris spatiaux et la poussière cosmique. De l'oxygène respirable. Tu auras également besoin d'un système de communication, d'eau, de nourriture et peut-être d'autres choses nécessaires pour fonctionner normalement. En 1982, la NASA a commencé à utiliser une unité de mobilité extravéhiculaire, EMU, pour ses activités dans l'espace. La dernière mission Artemis a motivé le développement d'une nouvelle génération de combinaisons spatiales. La XEMU est une combinaison étonnante de nouvelle génération qu'ils ont mise au point. Elle sera probablement déployée d'ici quelques années. Le scaphandre dispose de réserves d'oxygène, à la fois pour la respiration et pour le maintien de la pression qui conserve le corps en un seul morceau. La première partie, Liquid Cooling Garment, de la combinaison est moulante, ce qui signifie qu'elle s'adapte à la forme de ton corps et possède un système qui reçoit de l'eau froide et la fait circuler dans toute la combinaison. Tu voles dans l'espace, esquivant les étoiles et les trous noirs. Ta vitesse est si grande que tu peux passer d'une galaxie à l'autre en quelques minutes seulement. Cela te semble impossible ? Eh bien, tout cela peut devenir une réalité car la NASA a déjà testé la technologie qui pourrait nous permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Examinons la flotte spatiale dont nous disposons actuellement. Pour voler dans l'espace, nous utilisons des fusées classiques transportant des tonnes de carburant et d'oxygène. Ces deux substances sont mélangées et enflammées, et du feu jaillit des fusées. Les gaz d'échappement se déplacent vers le bas et les fusées se déplacent vers le haut, comme si elles s'appuyaient sur eux. C'est ainsi que fonctionne la propulsion par réaction. De cette façon, on peut faire voler une fusée à près de 8 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 8 minutes 30. Mais au vu des distances phénoménales dans l'espace, c'est en fait très lent. Un voyage vers une planète voisine, comme Mars, prend environ 7 mois. Et un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire prendrait environ 35 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la sonde spatiale Voyager, lancée en 1977, pour y arriver. Mais nous souhaitons voyager parmi les étoiles et les galaxies, et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que la durée de l'existence d'une civilisation humaine intelligente jusqu'à présent. Et si tu voulais traverser toute la galaxie de la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de large, cela te prendrait environ 1,7 trillion d'années. En comparaison, l'univers entier est âgé de seulement 14 milliards d'années. Nous voyageons donc tout simplement trop lentement. Mais même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 4,2 années pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Et il te faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, pourtant voisine de la nôtre.
Mais on ne peut pas accélérer ainsi si facilement, car les lois de la physique stipulent qu'un objet doté d'une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Un photon de lumière a un poids infiniment petit, mais si tu veux accélérer ne serait-ce qu'un minuscule grain de sable à cette vitesse, tu auras besoin d'une infinie quantité d'énergie. Peut-être même plus que ce que possède l'univers entier. Toutefois, les scientifiques pourraient avoir trouvé un moyen de contourner les lois de la physique. Pour créer une forte poussée, il faut donc pousser sur quelque chose. Les bateaux ont besoin d'eau, les avions poussent sur l'air, les fusées utilisent le carburant qu'elles brûlent. Mais cette chose, le M-Drive, fonctionne de façon différente. Un puissant magnétron, comme celui de ton micro-ondes, envoie des ondes dans un cône qui agit comme un résonateur. Il fait en sorte que les ondes à l'intérieur rebondissent sur l'une des parois et frappent les autres. Par conséquent, nous avons une force faible à l'extrémité étroite du cône et une force puissante à l'extrémité large. Et si nous analysons cette force puissante, nous verrons qu'elle est dirigée vers l'extrémité large du cône. La poussée sera donc dans la direction opposée. Maintenant, rendons ce modèle beaucoup plus grand et mettons le M-Drive sur un vaisseau spatial. L'extrémité étroite du cône est tournée vers le haut, l'extrémité large est tournée vers le bas. Le magnétron commence à fonctionner. Le résonateur crée une poussée et la fusée décolle. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucun gaz nocif. Ce mécanisme peut accélérer la fusée bien plus vite que nous le faisons avec des tonnes de carburant. En théorie, nous pourrions même atteindre la vitesse de la lumière. Ce serait génial, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bien que l'inventeur de cet appareil ait essayé de prouver que le M-Drive fonctionne, aucune expérience indépendante dans le monde n'a montré de résultats positifs. La NASA a parrainé la construction d'une telle machine dans un laboratoire, mais elle n'a pas réussi à créer de poussée pendant les recherches. Une autre option, qui nous permettrait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, est la bulle d'Alcubierre. Un scientifique mexicain a trouvé un moyen d'utiliser la théorie générale de la relativité sans enfreindre les lois de la physique. Imaginons que nous ayons un vaisseau spatial sur une couverture spatio-temporelle et qu'il doit faire un voyage à l'autre extrémité de la couverture. Au lieu de se déplacer simplement d'un point A à un point B situé à des centaines ou des milliers d'années-lumière, le vaisseau commence à tirer la couverture vers lui. Au fur et à mesure que le vaisseau plie cette couverture, le point B se rapproche de lui. Désormais, le vaisseau doit parcourir une distance beaucoup plus courte jusqu'au point B. Il fait un voyage rapide et étend ensuite la couverture spatio-temporelle pour qu'elle redevienne normale. Et voilà. Un tel vaisseau n'a donc pas besoin de moteurs puissants qui brûleront des tonnes de carburant et d'oxygène. Il se déplacerait dans une sorte de bulle. Mais le plus difficile est de créer une telle bulle. Pour y parvenir, nous aurions besoin d'une quantité d'énergie à peu près égale à la masse énergie de tout Jupiter. C'est plus que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et pourtant, les scientifiques prévoient de tester cette technologie sur une petite sonde spatiale de la taille de Voyager. Mais cette expérience pourrait durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, les scientifiques essaient d'atteindre au moins 20% de la vitesse de la lumière à l'aide d'un laser. Et ils prévoient de se rendre vers Proxima Centauri dans environ 30 ans. Cela devrait se passer comme ceci. Un vaisseau mère sera lancé depuis la Terre. Il embarquera des milliers de sondes spatiales de la taille d'un ongle. Après avoir atteint son orbite, le vaisseau mère lancera les sondes dans l'espace. Chaque sonde déploiera ensuite une voile, un morceau de matériau fin et réfléchissant de la taille d'un parking. Ensuite, les scientifiques concentreront un puissant faisceau laser depuis la Terre directement sur les voiles des sondes. Cela leur donnera une accélération 1000 fois plus forte que l'accélération de la chute libre sur Terre.